je Eh pense. ben, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Alors, on va parler Donc, d'IKEA. déjà, bah oui, d'IKEA et de Lenovo, parce que c'est des trucs vachement bien. Vous vous souvenez, j'espère que j'adore parler du Ever Given, ce bateau qui est resté coincé dans le canal de Suez pendant 6 jours en mars. Et sauf que ce bateau est toujours coincé, mais cette fois-ci juridiquement, dans le canal de Suez, mais dans le port du Grand Lac Amer. En fait, ils sont amarrés là-bas, ils n'ont pas le droit de partir, ni en avant, ni en arrière. Et ça commence à poser problème, parce que ça fait vachement longtemps. Et à bord, il y a des marchandises estimées à autour de 700-600 millions de dollars dessus, qui appartiennent déjà à des gens très grands, genre Ikea et Lenovo. On n'est pas sûr de ce qu'il y a de Ikea, mais bon, probablement des meubles en kit arrivés d'Asie, mais aussi d'autres plus petites compagnies basées en Grande-Bretagne, comme Pearson 1860 qui fabrique des vélos. Alors, les gens qui connaissent bien, et un petit truc qui s'appelle Snugly UK qui fabrique des couvertures à bras toute douce. Alors c'est une sorte de poncho que tu peux mettre pour dormir. Et qui ont des commandes absolument vitales coincées dans les limbes. Comme dit alors c'était qui, le directeur de la compagnie de bicyclettes, on n'a pas grand espoir de voir notre stock cette année, et bien qu'il soit assuré, on suppose qu'il y a peu de chances de voir le remboursement avant des mois. Et si ce n'est des années. Bah oui, parce qu'en fait, les compagnies d'assurance ne peuvent pas payer tant que le truc n'est pas déclaré perdu ou pas arrivé, ou qu'on a pu quantifier le retard. Donc pour l'instant, tant que le bateau n'a pas le droit de partir à cause des autorités du canal de Suez, c'est coincé. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, pour l'instant, le bateau est coincé tant qu'un accord de compensation entre l'armateur du bateau et le canal de Suez ne sont pas là. Alors, oui, et Jashugan 36, trouver un vélo en ce moment, c'est une galère en Angleterre, mais c'est aussi en France. Les stocks sont vraiment très très bas dès que tu veux un modèle précis, principalement parce qu'en fait, il faut 6 mois pour qu'un bateau arrive. Et il y a eu beaucoup de bateaux qui ont été retardés. Je vais l'expliquer dans la deuxième partie de ce que je raconte. Et donc, un peu plus bas. Ouais, pardon. On peut continuer. Ouais. La plupart des compagnies en fait n'ont pas la moindre idée de quand est-ce que leurs trucs vont être récupérés, parce qu'en fait ils n'ont pas voix au chapitre aux négociations légales qui ont lieu en ce moment, et ils sont aussi exclus des négociations par rapport à leur libération, alors que l'armateur en fait a fait appel à une avarie générale, le principe du general average, qui est en fait un truc que tu déclares et qui implique que les gens qui ont confier des marchandises vont devoir payer le coût proportionnel par rapport à leur récupération. Ce qui veut donc, c'est un vieux principe en fait qui a été mis en place pour les quasiment il y a 1000 ans à partir du commerce de Rhodes. Et donc c'est vraiment être un peu très ironique qu'ils peuvent pas négocier, mais ils vont devoir payer à la fin. Ikea a refusé, donc on peut aller descendre un peu plus bas. Voilà le prochain article. Y a une toute petite compagnie du Royaume-Uni qui s'appelle Easy Equipment, qui fait des trucs de soulevage de fonte, mais en fait eux ils n'avaient pas pensé à s'acheter de l'assurance maritime sur les 100 000 dollars de réfrigérateurs commerciaux qui s'étaient censés livrer à des restaurants juste avant que les restrictions du coronavirus ne soient levées. Et donc si je peux récupérer le truc, et je pense que vous vous doutez à quel point c'est problématique que des réfrigérateurs ne soient pas livrés au moment où les restaurants vont pouvoir ouvrir. Il y a des chances que des restaurants ne puissent pas rouvrir. Le cofondeur donc de la compagnie de couettes à bras
dont je parlais, le truc bien débile, néanmoins, a dit qu'il a 550 000 $ de son produit à vendre. C'est une couette à capuche. Très bien, qui sont sur le bateau. Et surtout, c'est une compagnie qui, pour faire des économies, j'en ai une. Des très grosses commandes. Bah donc, je confirme, c'est complètement débile. Mais si c'est confortable, c'est cool. Hein. C'est donc, très chaud, c'est une compagnie, en fait, qui... Pour faire des économies d'échelle, elle fait 2 grosses commandes par an. Et c'était la commande qu'ils étaient censés qui était censée alimenter leur commerce jusqu'à la fin de l'hiver. Donc, vous vous doutez à quel point ça peut être handicapant, la perte d'une seule commande. Alors, Andy Fourbe, non mais c'est pas débile, c'est cool comme truc quand t'as froid, sérieusement. Moi je dis c'est débile parce que ça déclenche des disputes et le drama est bon pour notre chaîne. Je pense au fait que, Alex, faut pas oublier qu'Adrien est complètement étranger au concept de froid. Il sait pas ce que c'est. Du coup, je vous dis pas à quel point je crame là. Les trucs pour empêcher d'avoir froid, c'est... tu ne peux pas... Hein. Andy Fourbe demande, mais ils ne peuvent pas se retourner contre leur transporteur. Enfin, je sais pas, mais ça me surprend qu'il n'y ait pas un intermédiaire qui trinque. Se retourner pourquoi ? Le transporteur est, très transparent sur pourquoi... le truc est coincé. Ça fait partie des... je peux garantir que quand ils ont signé le contrat de transport, ils disaient bien qu'ils ne peuvent pas garantir contre les risques d'échouage ou de ce genre de choses. La clause d'avarie générale, c'est un truc qui existe dans tous les droits internationaux. En fait, on pourrait le réclamer en français, on pourrait le réclamer dans tous les pays. C'est un truc qui est vieux de plus de 1000 ans, ce qui a été rajouté dans qui a été transmis de législation en législation à chaque fois qu'on updatait les trucs. Donc là, il n'y a rien sur lequel on pourrait se retourner. Ce qui pourrait se retourner, à la limite, c'est si après on établit qu'il y a eu une faute véritable du transporteur, genre leur pilote était bourré et s'est échoué dans le canal de Suez, on pourrait peut-être arguer que le transporteur n'a pas fait son travail de surveillance de son employé. C'est extrêmement spéculatif. Ça serait un procès qui durerait des années. Je pense que qui se perdrait dans la litigation. Donc, deuxième bonne nouvelle, enfin, on continue, c'est de l'humour. La même compagnie, en fait, à qui appartient l'Evergiven, la compagnie Evergreen, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était écrit en énorme sur le bateau pendant qu'il était échoué, on s'en souvient. Ils n'ont pas de bol parce qu'ils ont un deuxième bateau container qui, lui, va être retardé beaucoup aussi, mais moins que le Evergiven, avec toutes les marchandises qu'ils ont à bord. Donc, c'était un bateau, le Ital Libera, qui livrait des trucs entre l'Afrique du Sud et des ports en Chine et à Taïwan. Et le bateau a fait venir à bord un nouveau capitaine et un nouvel équipage avant de partir de Durban le 1er avril. Et en quelques jours, ils avaient plusieurs de leurs membres d'équipage qui avaient chopé le Covid. Ils avaient tous été testés théoriquement avant ça. Et le 13 avril, et ça c'est la partie triste, le capitaine Angel Capcuro est mort à bord, probablement du Covid. Il avait testé négatif avant de monter sur le bateau. C'était vraiment pas de bol. Donc tu peux Eltaniel sur le chat qui demande s'ils ont réveillé une malédiction Inca ou bien. Et moi je opterais plutôt pour une pyramide cachée sous le Nil que le bateau a renversé malencontreusement et un pharaon qui... c'est le président de la compagnie, tu vois. Il s'est fait une maison à partir de pyramides Inca volées. Donc, je veux dire, les compagnies maritimes ont tendance à faire travailler leurs gens intensément, mais ne sont pas non plus des monstres. La décision a été prise immédiatement après la mort du capitaine de faire route sur le port le plus proche de Jakarta pour une quarantaine de 14 jours. Le problème, c'est que
après que la quarantaine était finie, ils ont voulu rapatrier le corps du capitaine en Italie, mais aucun port asiatique n'a autorisé qui que ce soit qui était à bord de descendre. Ils ont demandé à tous les ports asiatiques autour, tout le monde leur a dit d'aller se faire voir. Ils ont dit que la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, Thaïlande, le Vietnam, la Corée du Sud, les Philippines et l'Afrique du Sud ont refusé de laisser qui que ce soit débarquer, même mort, du bateau. Du coup, la décision a été prise, c'est un peu plus bas, la décision a été prise de toute vitesse, le seul port qui acceptait de récupérer le cadavre, l'Italie, la nation du pays. Et d'après Marine Tracker, ils sont arrivés en Italie il y a quelques jours. Et ils y sont encore. Donc, encore une fois, les marchandises qui étaient à bord du truc... les marchandises qui étaient à bord du truc, elles étaient arrivées quasiment en Asie, elles ont dû faire tout le retour d'Urban, Italie, et maintenant elles vont enfin pouvoir partir à destination. Donc gros retrait. Et donc, toi David, est-ce que tu connaissais le concept des armureries flottantes ? Pas vraiment. C'est la dernière partie de cette soirée. C'est un truc absolument génial. Sur le concept, quand je dis ça, t'imagines quoi ? J'ai tendance à imaginer un truc militaire, peut-être avec des munitions et genre, je sais pas, c'est à peu près ça. Les avions se rechargent sur le bateau. C'est pas loin. C'est pas loin du tout, mais c'est la réponse au problème de piraterie dans diverses régions du globe. On se souvient des pirates somaliens qui détournaient des bateaux et les rendaient contre rançon dans les années 2010. Hypophyse. Et donc on va passer directement. Envisage The A-Team, l'agence Touriste. J'imagine un truc de ce genre, ouais. Voilà. Désolé, je t'ai interrompu. On va passer directement à la deuxième partie, comme je t'avais dit, PAMC, la partie qui s'appelle PAST, juste parce que un peu plus haut. Là, tu l'as passé. Tu l'as dépassé. Dans quel sens ? Private Armed Security Teams. Ouais, ok. Voilà. Donc, Private Armed Security Teams. Donc, à partir de 2010, on a eu des problèmes de piraterie autour de la côte de Somalie, la mer Rouge et dans l'océan Indien, qui, en fait, les pirates étaient tellement mobiles qu'ils pouvaient, en partant de Somalie, parcourir jusqu'à 1000 miles nautiques pour attaquer leur bateau, monter à bord, le prendre en otage, et généralement, il y a des marines capables de défendre les bateaux dans ce coin, mais ils sont pas partout et c'est des distances où ils peuvent mettre plusieurs jours donc pour venir. Et donc le truc qui a commencé à apparaître, c'est que les bateaux qui voulaient traverser ces zones-là engageaient des PAST en anglais, des équipes de sécurité armées privées. En gros, on s'est retrouvé à avoir sur des bateaux commerciaux des mercenaires. Et à partir de 2011, c'est devenu une pratique assez commune. Les attaques ont augmenté en fait en 2011. Mais étant donné qu'il a commencé à y avoir des mercenaires à bord des porte-containers, le succès de ces attaques a été réduit intensément. Et en fait, le but des PAST, le but d'avoir des mercenaires à bord, c'était pas forcément de vaincre une équipe de pirates surarmés qui vient attaquer, mais de pouvoir tenir suffisamment longtemps pour qu'une navy d'un pays proche puisse intervenir. Le truc, c'est qu'il y a un gros problème que les compagnies se sont retrouvées en fait et qui ont fait naître les armureries privées, c'est que dû aux régulations nationales et internationales, les bateaux marchands ont interdiction d'accoster avec des armes et des munitions dans la plupart des ports commerciaux. Ce qui donc posait un énorme problème que qu'est-ce que tu fais de ton gars, tu le mettais sur un bateau, tu le mettais sur ton canot, t'allais accoster, enfin c'était pas possible. Du coup, des compagnies de mercenaires et des compagnies maritimes ont inventé le concept des armureries privées. Si tu veux bien descendre un petit peu. Ça marche. Des armureries flottantes.
En gros, on s'est retrouvé avec des Vessel-Based Armories, VBA, c'est-à-dire des sortes de vieux bateaux pourris rétrofités pour servir à ça, qui s'ancraient dans une position précise, connue, dans les eaux internationales, parce que la plupart des pays ne sont pas très contents d'avoir des vaisseaux armés privés dans leurs eaux nationales, que tu arrivais... tu récupérais soit, en gros, il proposait plusieurs trucs. Soit tu avais envoyé ton consultant militaire privé à bord et il t'attendait, il arrivait avec ses propres armes. Soit ce qui est arrivé aussi, ce qui, je pense que vous en doutez, ne posait aucun problème. Les mecs te louaient des armes aux marins. Pas formés et du coup c'était les marins pas formés qui devaient agiter les armes quand arrivaient les pirates et tirer dans le vide. Enfin, c'était une excellente idée, quoi. Donc d'ici la fin 2012, on s'est retrouvé avec une utilisation des floating armory extrêmement commune. À la fin 2018, il y avait 4 compagnies majeures qui géraient ça, qui avaient 19 vaisseaux dédiés aux armureries privées, qui comptaient entre 1500 et 1800 embarquements par mois, juste entre la mer Rouge, le Golfe d'Oman et l'océan Indien occidental. Donc merci le chat. Les mêmes compagnies privées sont toujours, les mêmes 4 compagnies sont toujours opérationnelles. Donc elles fournissent pas mal de services. Stocker les armes de ton consultant qui du coup se retrouve à faire l'aller-retour. En fait, en gros, tu as 2 armureries privées A et B à l'entrée de la zone dangereuse, à la sortie de la zone dangereuse. Le mec, tu le récupères sur le bateau, tu fais la partie zone dangereuse, tu le déposes à la sortie pour pouvoir aller ensuite dans ton port sans avoir d'armes à bord, et un autre bateau de ta compagnie va le récupérer et va refaire l'aller-retour. Les bateaux d'armurerie privée, en gros, fournissent une cabine ainsi que des services de navette entre l'armurerie et un port où il est légal d'accoster avec des armes, généralement des trucs plus militaires ou des trucs habitués aux mercenaires. Le séjour moyen à bord d'une armurerie privée pour un consultant est autour de 7 jours. En gros, t'attends 7 jours avant d'être soit ramené au bord, soit... Mais... Comme vous en doutez, et on va y aller, on va en parler, il y a eu des problèmes, il y en a qui se sont retrouvés coincés à bord pendant plus de 100 jours. Donc, on arrive au petit problème suivant de la situation drôle. À votre avis, c'est quel type de loi qui régit les armureries privées ? Ils sont dépendants de... Je sais pas trop. Là, ça m'évoque essentiellement une espèce de battle royale avec des gens. Je me dis, on va nous dit la loi du plus fort, mais oui. On va lancer tout un tas de bateaux là-dedans et ils ont leur stop pour récupérer des armes et ils vont tous s'entretuer. Donc il y a mais en gros c'est pas loin et on va voir qu'il y a eu des choses très amusantes comme ça dans la dernière partie quand on y reviendra. Donc il y a certains, comme dit l'article. Alors l'article est extrêmement prudent parce qu'il n'a pas envie de vexer qui que ce soit, parce qu'en fait c'est une des références des publications maritimes. Mais donc ils disent que certaines armureries privées adhèrent volontairement aux standards des uns et acceptent d'être régulés et sont très contents de recevoir des inspections pour vérifier que les armes sont gardées en sécurité. Honnêtement, j'en connais pas. C'est sur le principe du volontariat. Honnêtement, j'en connais pas. Je comprends. Donc, c'est voilà. Néanmoins, alors à ce jour, en fait, il y avait un autre article que je vous ai pas dit, mais à ce jour, on compte 33, on a pu recenser 33 armureries privées fonctionnant en ce moment. Et alors, à votre avis, donc, vous savez, un bateau, pour pouvoir se balader, a besoin de se balader sous un pavillon. Et donc, je vous avais parlé dans le précédent épisode que la France avait un pavillon de complaisance qui offrait des trucs, des régimes de taxes faciles, des régimes t'autorisant à payer des gens non européens pas cher du tout. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de pavillons de complaisance dans le monde, mais le truc, c'est que même les pavillons de complaisance
les plus généreux, la plupart des pavillons de complaisance les plus généreux pour des marchandises n'ont pas du tout envie que tu transportes des armes sous leur pavillon, parce que ça risquerait de provoquer des incidents diplomatiques ou ça. Donc des 33 armureries privées que je viens de vous citer, les 33 ont le même pavillon. À votre avis, quel est le pays qui est une puissance maritime totalement reconnue, qui a énormément de frontières avec la mer? Ouais. Alors moi je dirais la Mongolie, parce que je sais que... Oh putain. Ah, t'es trop fort, David. C'est l'unique truc que je connais. Donc, Daniel, non, c'est... En droit maritime, mais là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de bateaux pirates qui ont le pavillon mongol. Exactement. Donc la Mongolie, pays connu pour n'avoir aucune frontière avec la mer, pour être enfermé dans la terre, et donc le pavillon de choix, parce que c'est un des rares déjà, ils n'ont aucune régulation de droits de l'homme. Exactement, Andy. It's landlocked. Mais ils n'ont aucune... Et ils autorisent les gens flottant sous leur pavillon à transporter la quantité d'armes qu'ils ont envie. Et c'est extrêmement concerning. Le problème, c'est que toutes ces choses se font sur les questions du volontariat, et personne n'a les moyens de mettre la pression à la Mongolie pour qu'ils amendent aussi. C'est beaucoup d'argent, donc ça reste. Alors, Eltaniel, ça doit être pratique pour les renvoyer à leur port d'attache, du coup. Oui. Du coup, on va revenir tout au début. Ah, pardon. Ça c'était ensuite, oui. Mais on va le faire à la fin, c'est ça, hein? Voilà. Ensuite, on reviendra à ça ensuite. Ok. On va parler un peu. Donc, on a dit que les armureries privées, c'est des sortes d'hôtels pour que des gens montent et descendent à bord des bateaux, que c'est des hôtels remplis d'armes, et donc avec le Covid, je pense que vous commencez à vous douter qu'il y a un petit problème avec cette situation-là. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ce du coup, bloqué au Japon a montré que ça se passait très bien, ce genre de choses. Donc, le Covid a frappé très violemment la communauté des marins. On s'est retrouvé avec des équipages coincés à bord de leur vaisseau, des équipages incapables d'embarquer sur leur vaisseau. Il y a certains équipages qui sont restés sur leur bateau depuis plus d'1 an. Il y a eu des limitations d'accès au port. Le problème aussi, c'est que souvent, des fois, on t'interdit de débarquer. Des fois, tous les visas ont été suspendus, donc tu ne peux aller nulle part une fois que tu as débarqué. Il y a eu des problèmes de vol pour pouvoir atteindre ton port de destination ou de départ qui ont souvent pu être annulés à la dernière moment. Et le problème est multiplié, en fait, de cette situation instable, est multiplié dans la mer Rouge, dans l'océan Indien, dans le golfe d'Oman, parce que où on s'est retrouvé avec des mercenaires coincés sur leurs armureries flottantes, dans des armureries qui sont maintenant à le double de leur capacité voulue. Donc des conditions à bord extrêmement détériorées, des standards de sécurité très compromis. Et surtout un niveau de stress qui monte, qui est une très 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 bonne idée quand c'est des mecs surarmés qui sont donc en fait on n'était pas vraiment dans le Battle Royale, mais je crois qu'on y arrive. On y arrive dans le Battle Royale, on y arrive, je vous promets qu'on y arrive. Et Andy Fourbe, oui, une partie sont malades du Covid. Récemment, on a eu une des grosses compagnies qui s'est retrouvée avec une épidémie majeure du variant Delta. Eltaniel a eu la même idée que moi, il faut faire un Battle Royale à ce niveau. Et donc, un petit incident indicateur du stress des gardes armés est arrivé le 21 juillet 2020, quand le MV Jaeger, un conteneur qui transportait des biens en gros, a embarqué un consultant dans l'océan Indien. Un des 3 gardes embarqués à bord a refusé de rendre son arme au maître de bord, tel que le procureur le dictait. Il a pris contrôle du bateau, a détourné le bateau de sa direction et a tiré en l'air à bord du vaisseau. Toutes ces actions, semble-t-il, auraient résulté d'une petite dispute de salaire entre le mercenaire et la compagnie qui l'employait.
il affirmait ne pas avoir été payé depuis 5 mois. Après 3 jours, alors là j'admire beaucoup le calme de l'auteur de ce truc, de cet article. Après 3 jours, la situation sécuritaire s'est résolue toute seule grâce à l'aide du propriétaire du bateau, Eagle Bulk Shipping, et quelques experts en sécurité maritime. Personne de l'équipage ne fut blessé durant l'incident. Le consultant militaire a pu débarquer au port de FA dans la mer Rouge du Sud. La situation s'est néanmoins réenflammée quand le même garde, dans une tentative pour recevoir le salaire qu'on lui devait, est entré de force dans l'armurerie où il était logé, le Golden Palm, 1 mois plus tard, et a pris l'équipage en otage. La situation est... Reportedly, on nous a dit que la situation avait été résolue, mais pas après qu'il ait jeté les armes sur le bateau appartenant à son employeur dans la mer. Ouais, donc les situations de stress, vous pouvez imaginer. Donc on a le Grey Palm qui a qui rapporte plus de 180 personnes à bord pour une capacité de 90 grand max. Certains des gardes sont là à bord depuis plus de 9 mois à 1 an, incluant des nationalités donc indiennes, népalaises, européennes, sri-lankaines et chinoises. Il y a du coup, il y a aussi des grandes questions qu'il n'y a pas assez de bateaux de secours ou même de bouées, comment on dit, de life jacket, de gilets de sauvetage. Gilet de sauvetage, oui. Voilà. Et il y a 1 an, le bateau sœur du Grey Palm, le White Palm, qui est installé un peu plus loin, a pris feu. Déjà à l'époque, les militaires, les mercenaires à bord se sont plaints que les mesures de sauvetage n'étaient pas suffisantes. Il semblerait en fait que y a un gros problème est que il y a eu des compromis majeurs de qualité du service à bord des armureries flottantes parce que, en fait, à force, en 2010, il n'y en avait pas beaucoup, mais donc, comme je vous disais, en 2018, il y en avait 19, maintenant on en compte au moins 33, il n'y a pas de truc comme ça. Et surtout, à côté, le nombre de voilà, et à côté surtout les compagnies commencent à plus trop se méfier parce que comme il y a trop de gardes militaires disponibles, les détournements et les actes de piraterie sont devenus de plus en plus rares. Donc les prix d'engagement pour ces mercenaires sont en train de descendre de plus en plus. Donc la qualité à bord la qualité de vie à bord de tous ces bateaux est devenue vraiment catastrophique à cause de ça. Alors, je vous épargne le reste de l'article qui est beaucoup plus technique et juridique. En gros, ça devient limite des suggestions de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur situation. Et ils appellent aussi assez fortement et heureusement à tenter de réguler ce marché qui est un complet Far West et une poudrière. On a eu quelques autres incidents liés à ça. Il y a eu une des armureries flottantes au large de l'Inde qui s'est mis à dériver et qui s'est retrouvée 3 miles dans les eaux territoriales indiennes. Les Indiens n'ont pas apprécié du tout et donc sont arrivés avec toute la Navy et ont saisi le bateau et les ont accusés de piraterie. Ça s'est arrangé pour les mercenaires qui étaient à bord, mais en fait personne parmi les pays développés n'aime cette situation. Juste, c'est parce que ça se passe dans les eaux internationales et que ils profitent tous du pavillon mongol que ça peut durer. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus.